Chapitre 99. Nos positions. Je ne la vois pas. Où est-elle? dis-je, en me retournant frénétiquement et en cherchant la foule pour la trouver. Tu regardes dans la mauvaise direction. Assieds-toi confortablement dans ton siège, fais face droit devant toi, puis regarde directement vers le bas, c'est là que tu la trouveras, conseilla Eph. Je me détendis et suivis ses instructions, et là, je la vis, exactement là où Eph l'avait indiqué. À côté d'elle, je vis Vince et Kiran, tous trois nous saluant joyeusement de la main. Je la vois. Merci beaucoup, Eph, dis-je, profondément reconnaissant pour ce moment. Je fixai intensément Koharu, essayant de lui envoyer mes pensées spécifiquement. Je t'aime, Koharu. Pardonne-moi de ne pas pouvoir rester à tes côtés lorsque tu donneras naissance à notre enfant. Je sais que c'est un moment très important. Dis à notre enfant que son père reviendra le plus vite possible pour rester avec elle. Prends bien soin d'elle pour moi, et je promets de faire de mon mieux pour réparer ton sacrifice. Je t'aime, Koharu, lui dis-je dans mon esprit en luttant pour retenir mes larmes. Je la regardais, submergée par mes émotions. J'aimerais pouvoir la serrer dans mes bras une dernière fois, mais je savais que je ne le pouvais pas. À ce moment-là, une pensée me frappa. Il semble que nous devons attendre avec impatience de nous revoir. Comprends-tu maintenant ce que cela fait d'attendre quelqu'un? Lorsque cette vague de pensées passa, je me rappelai du moment où j'avais rencontré Koharu pour la première fois. À cet instant, je compris ce que cela fait d'attendre anxieusement quelqu'un que l'on a si patiemment désiré, et ce sentiment déchirant de ne pas pouvoir attendre une minute de plus pour être réuni avec l'être aimé. Elle connaissait si bien ses sentiments, mais c'était moi qui n'avais jamais expérimenté ces émotions auparavant. Eph, nous pouvons y aller maintenant, dis-je, réalisant que nous avions déjà flotté là un bon moment, et, aussi lourd que mon cœur fut, je savais que je devais m'arracher à cette scène et laisser Koharu derrière moi. Très bien, répondit Eph. Adieu, Koharu, répétai-je dans mon esprit. Notre vaisseau spatial grimpa abruptement alors que Eph nous emmena si haut que toute la ville ressemblait à une ville miniature. Bien que le vaisseau s'élève presque verticalement, il semblait très calme et silencieux, comme si l'appareil n'était pas freiné par la friction. Quand notre vaisseau atteignit une certaine hauteur, je vis que l'autre vaisseau spatial, piloté par Piet, nous attendait déjà. Son appareil, en forme de soucoupe volante blanche lumineuse, flottait non loin de nous. Je voudrais faire quelques essais supplémentaires en volant autour de la planète avec Piet pour me familiariser à nouveau avec le vaisseau, annonça Eph. Nous volerons à 2 vitesses. D'abord à environ la moitié de la vitesse maximale que le vaisseau peut atteindre, puis à pleine vitesse. Guillemets doubles. Nous allons commencer le vol. Es-tu prêt? Demanda-t-il. Oui, je suis prêt, répondis-je, agrippant instinctivement les côtés de mon siège, même si je savais que ce n'était pas nécessaire. Brusquement, Eph fit grimper le vaisseau dans une montée raide, et nous volâmes bien plus haut qu'avant, suivis de près par Piet. Bientôt, nous étions suffisamment haut pour voir toute la planète, et ce n'est qu'alors que je réalisai que la ville de Roussorn n'était pas très loin de la mer. Cette hauteur devait être la limite maximale atteinte par les avions dans mon monde. Dès que nous avions atteint l'altitude souhaitée, le test de vol commença.
Le vaisseau s'éleva à une vitesse incroyablement élevée et je remarquai que lorsque le véhicule se déplaçait aussi vite, le disque de pierre au centre devenait encore plus transparent. Il était devenu si transparent que je pouvais voir à travers, et il semblait que seul Eph et moi étions encore visibles, tandis que tous les autres objets étaient désormais complètement transparents. Je pouvais voir la vue tout autour de moi aussi clairement que si nos corps survolaient l'air. J'essayais de détecter des différences à l'intérieur du vaisseau lorsque nous étions à l'arrêt et en vol, mais je ne pus en identifier aucune. L'accélération au décollage, qui nous avait propulsés de 0 à 350 km par seconde, ne se distinguait en rien du moment où le vaisseau était stationné. Il n'y avait presque aucune résistance ou vibration, et le vaisseau avait atteint cette vitesse supersonique sans faire de bruit ni même accélérer. Le paysage extérieur changeait rapidement. 1 minute plus tôt, nous volions au-dessus des terres, mais maintenant, nous nous trouvions au-dessus de l'océan. Nous avions survolé l'océan et les terres 2 fois, expérimentant à la fois le jour et la nuit au cours du vol avant que le vaisseau ne s'arrête. Le test de vol avait duré moins de 3 minutes au total. Nous avons maintenant complété un tour du monde, remarqua Eph lorsqu'il arrêta le vaisseau en plein vol. Vraiment, avons-nous vraiment fait le tour du monde? C'était très rapide. Commentai-je. Le second test sera 2 fois plus rapide et je réduirai notre altitude de vol de moitié. Es-tu prêt? Demanda Eph. Prêt quand tu l'es? Répondis-je, attendant avec impatience le trajet. Les 2 vaisseaux réduisirent leur altitude avant d'accélérer simultanément à leur vitesse maximale. Et comme auparavant, du décollage à la vitesse maximale, nous n'avons ressenti aucune secousse ou mouvement brusque. Cette fois, notre vaisseau volait à une altitude beaucoup plus basse, me permettant d'observer les caractéristiques géographiques de Tundra mieux qu'avant. Mais à cause de la grande vitesse, je ne pus qu'apercevoir brièvement la terre et l'océan en dessous. En environ 1 minute, nous étions revenus à notre point de départ. Nous avons complété un autre tour, rapporta Eph lorsque le vaisseau s'arrêta. Je dois admettre que voler dans ton vaisseau est très différent de ce à quoi je m'attendais, lui dis-je. À quoi t'attendais-tu? Demanda-t-il. Au début, je pensais que la montée d'adrénaline me procurerait une expérience excitante, mais lorsque nous avons réellement décollé, je n'ai rien ressenti du tout. L'expérience n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Guillemets doubles. Eh bien, dit Eph, je t'ai déjà parlé de la manière très particulière dont ce véhicule se déplace. On peut effectivement dire que le vaisseau est toujours resté immobile, et aucune partie n'a été construite pour réellement bouger. Lorsqu'il est stationné, il est si lourd qu'il ne peut être soulevé. Le facteur important est de connaître la valeur gravitationnelle du champ magnétique à chaque point spécifique, car chaque endroit a une valeur magnétique différente. À la surface de la planète, par exemple, la valeur gravitationnelle est bien plus élevée que dans l'espace. Guillemets doubles. Le champ magnétique existe-t-il dans l'espace? Je pensais qu'il n'y avait rien dans l'espace, demandai-je. En réalité, tout notre univers est imbriqué dans le champ magnétique. Donc, quand nous connaissons la valeur gravitationnelle spécifique de chaque endroit, nous pouvons régler l'accélérateur de particules de ce vaisseau sur cette valeur en utilisant notre esprit, dit Eph. Nos vaisseaux utilisent les mêmes lois physiques qui ont été appliquées pour soulever des pierres massives afin de construire les pyramides.
C'est un processus dans lequel nous élargissons le champ magnétique pour créer un espace qui permet aux objets de se déplacer dans la direction que nous avons spécifiée. Cependant, les mouvements des vaisseaux spatiaux et des grandes pierres sont un peu différents. Nos vaisseaux spatiaux sont équipés d'accélérateurs de particules intégrés, tandis que les pierres nécessiteraient des accélérateurs de particules externes pour les déplacer, continua-t-il. C'est pourquoi nous avons besoin d'un autre assistant pour aider à guider les pierres vers les bonnes positions pendant la construction, expliqua Eph. Je comprends, dis-je, mais si c'est le cas, un vaisseau spatial peut-il voler plus vite dans l'espace que sur Terre ? Guillemets doubles. Il n'y a aucune différence. Selon notre décision, il peut voyager à la même vitesse car nous réglons la valeur gravitationnelle à 0 dans les deux cas. La vitesse à laquelle le vaisseau spatial peut aller dépend donc entièrement de nous, dit Eph.